à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en présence de Chantal Mouffe. Bonjour. Bonjour. Ça fait un moment qu'on espérait faire cette émission avec vous et donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir s'y consacrer aujourd'hui. On va discuter alors en priorité d'un ouvrage parce que c'est votre dernier ouvrage et c'est celui qui, dans la conjoncture actuelle, est vraiment important. Il s'intitule Pour un populisme de gauche. Il est paru tout récemment en différentes langues, en français chez Albin Michel, mais aussi chez Verso Books. Il fait suite à toute une série de travaux. Il y a une vraie continuité dans votre réflexion philosophique et stratégique. Le premier ouvrage, je ne l'ai pas amené avec moi, mais le premier ouvrage qui a fait date, c'était Hégémonie et stratégie socialiste. C'est 1985, Oui, c'est ça? en 85, traduit en français seulement en 2009. Mais justement, j'en profite en réalité pour faire un petit peu de pub parce qu'il sort en poche au mois de janvier, bientôt. Donc, c'est dans la collection plurielle chez Fayard. D'accord. Alors, et ça va être donc très accessible parce qu'il était déjà depuis un certain temps, c'était impossible de le trouver. Beaucoup de personnes, on pouvait l'avoir sur eBay pour 200 euros. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'avaient dit, bon, c'est pas possible, bon, il est épuisé, mais alors maintenant, il va être, je crois que ça va être 8-9 euros, donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont envie de le lire. Je confirme, quand j'ai voulu me le procurer, j'ai fait face à cette difficulté, donc c'est une excellente nouvelle de savoir qu'il sort en poche. Alors, entre ces deux livres, il y en a beaucoup d'autres. Un trait important qu'on retrouve tout au long de vos travaux, c'est qu'il y a une réflexion sur deux niveaux qui sont étroitement liés. Il y a une réflexion vraiment de nature philosophique, presque ontologique, sur ce que c'est que la politique, et avec des thèses extrêmement fortes, où vous soutenez notamment que la politique, ça a à voir avec les identités collectives, plus qu'avec simplement des individus comme ça, un peu isolés les uns des autres. Une autre idée forte, c'est que la politique, c'est pas uniquement une affaire de rationalité, d'intérêt argumenté, mais c'est aussi une affaire d'affect, de passion. Et puis un troisième point qui me semble vraiment important pour comprendre votre approche du politique, que je résume là beaucoup trop rapidement, mais c'est que la politique, c'est une affaire de conflit, avec des vraies alternatives et non pas uniquement d'accords, de consensus. Le livre là, que j'ai aussi apporté avec moi s'appelle L'illusion justement du consensus. Voilà, la politique, c'est pas se mettre autour d'une table pour trouver un accord, mais c'est surtout trouver ce qui fait vraiment débat. Et cette réflexion sur la nature du politique, elle s'arrime chez vous à des considérations tout à fait concrètes et stratégiques qui s'adressent à votre camp politique, celui de la gauche. Vous prenez une option stratégique qui est celle du populisme pour la gauche. Vous invitez la gauche à effectuer un tournant populiste qui permettra de sortir des impasses stratégiques dans laquelle, depuis une trentaine d'années, se sont enfermés la plupart des partis sociodémocrates, que ce soit à l'époque ceux de Blair ou de Schroeder ou de Zapatero et tous leurs descendants qui sont allés de compromission en compromission jusqu'à finalement appliquer l'agenda néolibéral avec quelques timides inflexions, mais voilà, des partis sociodémocrates qui se sont globalement conformés à l'agenda libéral. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de revenir sur la stratégie que vous préconisez et peut-être aussi, puisqu'on est en pleine actualité des Gilets jaunes, j'ai du mal à caractériser ce mouvement parce qu'on a encore justement des difficultés à savoir de quoi il s'agit, mais peut-être d'essayer de mettre vos thèses en dialogue aussi en partie avec ce mouvement. Mais j'aimerais pour commencer qu'on revienne sur ce que c'est que le populisme et que vous nous le définissiez, puisque c'est l'un des premiers apports de votre travail, c'est que ce terme populisme qu'on entend du matin au soir sur les ondes de radio et de télévision, en fait, on ne sait jamais très bien ce qu'il signifie, il est extrêmement flou, un peu fourre-tout, et vous avez dans vos travaux fait cet effort de conceptualisation où vous nous dites ce que c'est le populisme, alors vous nous dites aussi ce qu'il n'est pas. Mais est-ce que je peux vous laisser présenter un petit peu? Je ne suis pas tout à fait d'accord à dire ce qu'est le populisme, c'est-à-dire je propose, mais alors là, je voudrais insister sur le fait que ce sont des idées qui ont été développées originellement par Ernesto Laclau dans son livre La raison populiste, donc 2005. 2005, exactement. Mais pour faire un peu le lien avec ce que vous avez dit au début, pour
comprendre cette approche que nous avons, Ernesto et moi, sur le populisme, il faut vraiment se situer dans une certaine perspective sur la réflexion sur le politique. Parce que, en réalité, si on pense, qu'est-ce que c'est le politique? Il y a deux réponses possibles. Il y a une réponse qui est celle qui est dominante en théorie politique. C'est le politique, c'est le domaine de l'agir en commun, c'est le domaine de la liberté, c'est le domaine où on va essayer d'arriver au consensus. Ça, c'est ce qu'on appelle la conception associative du politique. Il y a une autre conception du politique qu'on appelle la position dissociative. Ça part de Thucydide, c'est Machiavel, c'est Hobbes, c'est Carl Schmitt, Le Fort se situe aussi là. Et bon, donc nous nous situons dans cette conception qui dit que le politique, ça a à voir avec le conflit. Si vous voulez, s'il y a une dimension politique dans les sociétés, c'est parce qu'il y a du conflit. Un conflit qui est inéradicable, parce que c'est un conflit qui se donne sous la forme d'un antagonisme. Un antagonisme, ce n'est pas n'importe quel conflit. C'est un conflit qui ne peut pas avoir de solution rationnelle. Il y aura toujours quelqu'un qui va perdre et quelqu'un qui va gagner. On peut pas. Donc, ça veut dire que c'est pas la peine de se mettre comme, si vous voulez, c'est pour ça que je critique la conception dissociative, pardon, l'associative, mais surtout, en tant que philosophe politique, je critique la démocratie délibérative, c'est ça que je voulais dire, qui dit, bon, ben, finalement, ce qu'il faut faire, c'est se mettre à discuter, je dis, bon, ça... Il y a de l'antagonisme. Donc, on ne va pas pouvoir résoudre rationnellement tous les conflits. Il y a un moment où il faut choisir son camp. Hein? Oui. Donc, c'est ça, il y a une décision. Décision dans le sens où, par exemple, Jacques Derrida dit que décider, prendre une décision, c'est toujours décider dans l'indécidable. Hein? Donc, parce que si on pouvait rationnellement dire ça c'est la solution, ça c'est pas une décision selon Derrida, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc c'est pour ça que j'insiste que c'est une réflexion qui s'inscrit depuis l'hégémonie socialiste stratégie évidemment dans une conception dissociative du politique. Et le politique, donc ça a toujours à voir avec la construction d'une frontière entre le nous et le eux. Ça référence au fait que vous dites que les identités sont toujours des identités collectives. Mais alors, cette thèse qu'il n'y a pas de nous sans un eux, en fait, c'est quelque chose que nous développons dans Hégémonie et stratégie socialiste, mais à partir de la linguistique structurale de Saussure. Saussure nous dit toutes les identités sont relationnelles. Il n'y a pas d'identité sans une relation. Par exemple, il dit l'idée même de la mère, le concept de mère, ça n'a aucun sens si ce n'est pas mis en relation avec père, avec frère. Donc, c'est ça, au fond, que nous appelons aussi la critique de l'essentialisme. Hein, parce que l'essentialisme, ça veut dire il y a des identités, bon, voilà, comme ça vous excusez. Non, c'est toujours, et nous insistons aussi beaucoup là-dessus, c'est toujours discursivement construit. Non. Alors ici, je voudrais insister parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que la perspective discursive, c'est une perspective idéaliste, qui n'est pas matérialiste. Lorsque nous parlons de discours, on se réfère d'une certaine façon à ce que Wittgenstein appelle les jeux de langage. Mais de nouveau, il faut dire les jeux de langage, ce n'est pas uniquement des jeux de langage, hein, parce qu'il y a aussi des malentendus par rapport à Wittgenstein. C'est toujours un ensemble de pratiques, hein, le discours pratique, qui ont un élément matériel, un élément, disons, plutôt linguistique, mais c'est toujours pratique. Donc, c'est une perspective matérialiste que nous défendons. Et toutes les identités collectives sont toujours, construites, donc discursivement, mais sur la base, justement, il n'y a pas Alors, en réalité, lorsque je dis il n'y a pas de nous sans un eux, c'est l'application dans le domaine du politique des thèses de Saussure. Évidemment, Saussure ne fait pas sa réflexion à ce niveau-là, mais si on dit qu'il n'y a pas d'identité qui soit essentiellement donnée, il faut toujours une entité par rapport à une différence. Alors, dans le champ de la politique, voilà, c'est le nous et c'est le eux. Et la politique, c'est toujours une forme de construction de la frontière politique. Ou alors, on peut, comme fait en général la pensée libérale, nier. Il n'y a pas de frontière, on peut tous s'entendre, il n'y a pas d'antagonisme. Mais si on pense à la frontière à partir de la perspective de gauche, il y a en fait deux façons de construire cette frontière. Il y a la façon marxiste traditionnelle,
qui dit c'est la frontière entre capital et travail, hein, le prolétariat avec la bourgeoisie. La construction populiste de la frontière, c'est une conception différente. C'est une conception qui dit que, si vous voulez, il faut la construire entre ceux d'en bas et ceux d'en haut. Moi, je traduis ça en disant, bon, c'est le peuple contre l'oligarchie. Mais donc, et c'est pourquoi je crois que toute la réflexion que je fais sur le populisme, on ne peut pas la comprendre, c'est pour ça qu'il y a tellement de résistance à partir de la conception libérale, parce que la conception libérale vous dit non mais il n'y a pas de frontières. Alors pourquoi est-ce qu'on va opposer ceux d'en bas, ceux d'en haut? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas tous s'asseoir ensemble et commencer à discuter, trouver des solutions rationnelles? Vous voyez, ça c'est vraiment la négation de l'antagonisme. Et en fait, dans tous mes travaux, s'il y a un thème qui revient, c'est de dire bon, on ne peut pas comprendre la politique si ce n'est à partir justement de cette nature de l'antagonisme et qu'il n'y a pas moyen d'imaginer une société qui est réussie à dépasser l'antagonisme. Il y a un autre concept qui est aussi important dans notre réflexion, qui est aussi développé dans Hégémonie stratégique, c'est le concept d'hégémonie. Parce que, alors là, on en revient encore à la question de la conception dissociative. La conception dissociative nous dit donc aussi, bon, au fond, la société est divisée. Ça, c'est quelque chose que Machiavel a montré de façon, il y aura toujours un combat entre les umori de popolo et des grandi. Donc la société est divisée. Bon, si la société est divisée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fond, la démocratie, démos kratos, hein, la construction d'un peuple, et c'est le peuple qui a le kratos. Bon. Mais si le peuple est divisé, ça veut dire que c'est toujours une partie du peuple qui a le kratos. Et là, je trouve que, par exemple, je me suis beaucoup inspirée des réflexions de Nicole Laureau, justement sur, elle dit kratos, ça veut dire avoir le dessus. Hein? Donc, cette idée que la démocratie, c'est une société où finalement on peut tous être d'accord, il y a des conflits mais qui peuvent être dépassés, ça c'est impensable dans cette conception-là, parce que le peuple est divisé et c'est toujours une partie du peuple qui a le kratos. Donc ça, je crois que c'est aussi important quand on va poser la question du populisme, parce que le populisme, justement, va consister à dire, mais quelle est la partie du peuple qui va avoir le kratos, hein? Et par exemple, en relation avec la conception marxiste de la frontière, quand je défends aujourd'hui, alors je dirais, il y a un autre élément en fait qu'on pourrait peut-être revenir là-dessus plus tard si ça vous intéresse, parce qu'en réalité, l'idée de populisme de gauche n'apparaît dans mes travaux qu'à partir du livre Agonistique, qui est le livre antérieur à celui-ci, mais qui en fait a été publié avant l'illusion du consensus. Parce que l'illusion du consensus a été publiée en anglais en 2005, traduit en 2016. Alors c'était assez amusant quand on me faisait les interviews là, à Paris sur le lancement du livre. Votre dernier livre, je dis mais non, c'est pas mon dernier livre. Ce livre-là a été publié donc ça faisait 15 ans. Alors on me dit, ah oui, c'est vrai, mais c'est tellement, ça correspond tellement à la situation actuelle. Je dis, oui, en fait, quand je l'ai relu la traduction, je me dis, mais c'est incroyable, c'est vraiment la situation dans laquelle nous sommes. Donc, si vous voulez, il y a déjà, mais le terme populisme n'apparaît pas dans ce livre. Le terme populisme n'apparaît pas non plus dans l'hégémonie stratégique socialiste, bien que maintenant je vois au fond, l'idée y est, mais le terme n'y est pas. Parce qu'en fait, ce qu'on défend dans hégémonie et stratégie socialiste, c'est qu'il faut repenser le projet de gauche, redéfinir le socialisme en termes de radicalisation de la démocratie, parce qu'il est nécessaire d'articuler les demandes de la classe ouvrière avec les demandes des nouveaux mouvements sociaux. D'ailleurs, lorsque nous avons commencé à écrire ce livre, c'est justement parce qu'on était, Ernesto et moi, préoccupés par le fait que, bon, je rappelle, c'est au début des années 80,
on voyait que ni la gauche marxiste, ni la gauche social-démocrate étaient capables de comprendre l'importance du féminisme, de l'antiracisme, même il y avait déjà des questions écologiques à ce moment-là, parce que, alors, ce qu'on déclare, c'est à cause de leur essentialisme de classe, c'est-à-dire dans la mesure où vous pensez que les identités sont nécessairement liées à votre position dans les rapports de production, alors, et que c'est là que se donne le conflit, on ne peut pas comprendre d'autres formes d'antagonisme. Et alors, les nouveaux mouvements sociaux, comme on les appelait à l'époque, le féminisme, avait à voir avec des antagonismes qui n'étaient pas cités au rapport de production. Et c'est ça qui empêchait, si vous voulez, cette pensée de les prendre au sérieux. Et alors, moi, je me souviens, moi, j'étais active en tant que féministe, et on nous disait, oui, oui, c'est important le féminisme, mais vous savez, il faut faire la révolution socialiste, et puis alors ça va être résolu. Il y en avait d'autres qui étaient beaucoup moins sympathiques, qui disaient, oh, mais ce sont des demandes petites bourgeoises. Voilà. Ça c'était en fait ce qui nous préoccupait. C'est d'ailleurs intéressant de noter, comme vous l'avez fait remarquer, il y a toujours dans mes travaux, depuis le début, une articulation entre un aspect théorique et un aspect pratique. Je veux dire, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est faire de la théorie pour éclairer l'action. Ce n'est pas pour faire la théorie pour faire de la théorie. Donc, et si vous voulez, on peut voir dans tout, l'évolution de tous mes livres, c'est toujours une analyse d'une conjoncture spécifique. Et par exemple, bon, c'est pourquoi maintenant, évidemment, je considère que ma thèse, c'est que nous sommes dans un moment populiste, mais ce moment, on peut le saisir qu'à partir de la perspective anti-essentialiste et dissociative que nous avons élaborée depuis Hégémonie, stratégie socialiste. Alors justement, c'est ce que j'allais vous demander. Vous avez présenté cette conception dissociative de la politique. Elle éclaire la conjoncture historique qui est la nôtre. Cette conjoncture, vous la nommez là depuis quelques années, un moment populiste. Vous allez nous expliquer ce que c'est que ce moment populiste, par quoi il se caractérise. Et j'insiste sur le fait que je trouve rien que cette idée de dire le populisme, c'est un moment. Je trouve que déjà ça, c'est très intéressant. Ça permet de décaler le débat parce que ce qu'on entend d'habitude, c'est que le populisme, c'est un régime. Alors, on va nous montrer la Pologne, la Hongrie, l'Autriche, des pays comme cela. Ou bien on va nous dire le populisme, c'est une idéologie, mais vous dites non, le populisme, non, absolument pas, ça n'a rien à voir avec marxisme, conservatisme, libéralisme. Non, on ne peut pas dire il y a le marxisme, le socialisme, non. Alors, expliquez-nous ce que c'est que ce moment populiste. Écoutez, là, je développe des thèses qui ont été énoncées pour la première fois justement dans le livre d'Ernesto Laclau. Il dit le populisme. Enfin, ce qu'il propose, c'est une approche analytique du populisme. Il ne s'agit pas de dire le populisme c'est. C'est pour ça que j'ai réagi un peu au début à la façon dont vous avez posé la question. Il n'y a pas il y a des tas de bouquins, il y a une pléthore de livres qui vont dire le communisme c'est. Alors la plupart d'entre eux, ce qu'ils font c'est, bon par exemple il y a le livre, j'ai eu pas mal de débats avec lui, Jan Werner Müller, c'est qu'est-ce que le populisme. Alors ce qu'il fait c'est il choisit une forme particulière de populisme et qui, d'ailleurs, moi j'ai beaucoup de problèmes finalement, même avec cette forme particulière, parce que il se base fondamentalement sur Erdogan, Orban. Moi, je ne trouve pas que Orban est particulièrement populiste. Le régime de Orban, c'est un régime autoritaire, nationaliste, réactionnaire, mais c'est pas, je vois pas l'élément populiste. Hein. Mais donc, pour en revenir à la chose essentielle, le populisme, ce n'est pas, d'après cette perspective, ce n'est pas un régime, ce n'est pas une idéologie, ça n'a pas un contenu programmatique spécifique et ça peut être articulé avec des institutions différentes. C'est pourquoi moi je suis contre l'idée que le populisme met nécessairement en question les institutions libérales démocratiques. Donc le populisme de gauche que je défends, ce n'est pas un populisme qui dit qu'il faut mettre à bas les institutions libérales démocratiques. Non. Donc ça je crois que c'est important de voir à quel niveau nous nous situons. Bon, alors en réalité, comme je vous disais, l'idée fondamentale, je crois, c'est de dire, bon, la frontière politique
Et c'est déjà, en fait, ce qu'on disait dans l'hégémonie socialiste stratégique. On ne peut pas la construire uniquement sur des questions de classe. Hein. Il y a d'autres luttes démocratiques qui sont importantes et qui doivent être articulées. C'est pour ça donc on dit qu'il faut repenser le socialisme en tant que radicalisation de la démocratie. Et au fond, quand on disait on aurait pu déjà dire, c'est déjà en germe l'idée du populisme, il faut construire un peuple, il faut construire une volonté collective. Hein. Donc nous disions là, à partir de l'articulation des nouveaux mouvements sociaux et de la classe ouvrière. Alors là, je voudrais bien insister sur quelque chose ici, parce qu'il y a eu alors, parfois, je me demande, est-ce que c'est parce que les gens ne comprennent pas, ou bien est-ce que c'est de la mauvaise foi? Parce qu'on nous a accusés de ne pas nous intéresser à la classe ouvrière, de défendre que maintenant la politique de gauche devait être uniquement sur la base des nouveaux mouvements sociaux. On n'a jamais dit une chose pareille. Je suis totalement en désaccord avec cette position-là. Au contraire, ce qu'on a toujours dit depuis le début, c'est qu'il faut articuler les demandes de la classe ouvrière avec celles des mouvements sociaux. Et en fait, c'est ce que je continue à dire. Et j'ai lu ce matin une critique d'un, je ne dirais pas le nom, mais enfin, qui m'accuse de dire que la gauche doit il dit la gauche, selon Chantal Mouffe, devrait se consacrer uniquement aux questions sociétales et pas. Alors là, franchement, je ne sais pas si c'est de la stupidité ou bien si c'est de la mauvaise foi, honnêtement. Mais il arrive souvent, c'est une critique qu'on nous fait très souvent. Et en réalité, je ne vois pas du tout sur quelle base on peut la faire. Parce que il faut mettre sur un c'est pied. toujours, oui, c'est-à-dire, il y a toute une... Il y a un concept qui est très important dans l'hégémonie et qui est aussi maintenant très important pour un populisme de gauche, c'est le concept de chaîne d'équivalence. Hein. Nous disons il faut articuler toutes ces demandes. Mais articuler, c'est important de parler d'articulation parce que ça veut dire que ce n'est pas simplement les mettre une à côté de l'autre. Hein. C'est-à-dire ce qu'on appelait la Rainbow Coalition, la coalition arc-en-ciel, oui. Parce que il faut reconnaître que ces demandes sont très hétérogènes et elles peuvent être en conflit, et elles sont souvent en conflit. Par exemple, quand on voit sur les questions du voile ou la loi de 2004 en France, ça crée des tensions entre féministes et antiracistes, ou le nucléaire, exactement. Les écologistes et les syndicalistes. Oui, absolument, absolument. Donc comment on fait alors? Ça, c'est la grande question. Mais il faut justement, la chaîne d'équivalence consiste à dire, il faut créer... Ça implique une création d'une nouvelle hégémonie, une nouvelle forme de construction d'identité politique, de telle façon, par exemple, que lorsque les féministes définissent leurs objectifs, elles ne vont pas laisser de côté celles de la classe ouvrière, celles des émigrés, celles écologiques. C'est-à-dire, pour utiliser un terme Gramsci, on pourrait dire, elles ne vont pas le définir en termes corporatistes. Hein. Voilà, ça, c'est évidemment, c'est aussi vrai pour les ouvriers et pour les émigrés. Donc, il faut trouver une façon d'articuler. Alors, là aussi, il y a pas mal de malentendus. Cette articulation ne consiste pas à créer un sujet homogène. Et il ne consiste pas non plus récemment, je viens encore de lire aussi une critique qui m'a été faite. Alors là, dans ce cas-là, c'est de la mauvaise foi parce que cette personne-là, c'est exactement ce que nous disons. D'imposer un langage unique. Hein, la chaîne d'équivalence, ce n'est pas la création d'un langage unique. C'est une façon de créer des résonances entre différentes demandes, de façon à ce que ces demandes maintiennent leur spécificité, hein, mais que cette spécificité puisse être formulée d'une manière qui pense à la création d'un nous. Et je crois, ça c'est une chose qui a un rôle important dans mon argumentation dans ce livre, c'est qu'au fond, ce que toutes ces demandes ont en commun, ce sont des demandes démocratiques. C'est-à-dire, alors évidemment, la démocratie est conçue de manière différente par les féministes, mais il y a une demande démocratique. Hein. Et par démocratie, j'insiste sur le fait que les deux valeurs principales, c'est la valeur de l'égalité, hein, et la valeur de la souveraineté populaire. Alors, souveraineté populaire, ici, peut-être qu'il faut insister sur le fait que
Bon, il y a beaucoup de débats en théorie politique, est-ce que c'est possible? Quand je parle de souveraineté populaire, je me réfère à quelque chose de beaucoup plus simple. Et là, je crois que ça va nous amener à dire quelque chose sur les gilets jaunes. Les gens veulent avoir une voix, ils veulent être écoutés. Par exemple, il y a une chose que j'ai toujours bien aimée dans la revendication des indignados espagnols, ils disaient « tenemos voto, pero no tenemos voz », c'est-à-dire on a un vote, mais on n'a pas de voix. Et c'est évident, parce que si vous avez un vote, mais que vous allez voter aux élections pour le parti de centre-droit, de centre-gauche, qui finalement propose le même programme avec de petites différences près, ben, vous n'avez pas une voix. Et on ne peut pas parler de souveraineté populaire dans ce cas-là. Je veux dire, donc, quand je parle de souveraineté populaire, je veux dire un système qui soit un système que j'appelle agonistique, dans la mesure où ben, il y a des alternatives qui sont offertes. Hein. C'est ça, à mon avis, qui est important. Et c'est pourquoi il me semble qu'il est vraiment nécessaire il faut créer un nous. Et ce nous va évidemment avoir un adversaire. Et la question, c'est que, et ça c'est un grand problème, une question fondamentale pour le populisme, qui va différencier le populisme de droite du populisme de gauche, c'est comment vous créez le nous et quel va être votre adversaire. Donc cette chaîne d'équivalence, ben, elle peut se faire à partir de revendications de droite ou au contraire de revendications de gauche. Si on la base sur la question de l'égalité, je crois qu'une des différences fondamentales entre le populisme de droite et le populisme de gauche, c'est que le populisme de droite ne s'adresse qu'à une seule des parties de la revendication pour la souveraineté populaire. Il laisse de côté la question de l'égalité. Par exemple, si on va comparer le discours de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, on va voir que Marine Le Pen... En fait, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas d'accord avec moi et que j'ai même été souvent très attaquée pour ça. Moi, je crois qu'il y a des demandes démocratiques dans le sens de vouloir avoir une voix qui s'exprime à travers le populisme de droite. Mais elles sont construites d'une manière qui n'inclut pas l'idée d'égalité. Donc, qui est, au contraire, elles sont construites sur la façon dont les émigrés, par exemple, non, ils ne font pas partie du nous. Hein. Tandis que la question de populisme de gauche, elle articule, elle veut donner une voix, mais de manière inclusive et égalitaire. Ça, ces critiques auxquelles vous faites référence, c'est par exemple le livre de Éric Fassin, Populisme, le grand ressentiment, où il dit on peut pas, il y a rien de démocratique justement dans les voix des électeurs du Front National, parce qu'en fait, ce que dit Éric Fassin, c'est que c'est pas des ouvriers, c'est pas des perdants de la mondialisation qui seraient en demande d'égalité, mais qui le demanderaient de la mauvaise façon et qui suffirait du coup, de convertir leur ressentiment envers les immigrés en une espèce pour le coup, de critique contre la finance. Il dit non, c'est pas possible, c'est pas comme ça. C'est en fait le vote d'extrême droite, c'est une demande raciste et pas démocratique. Et alors vous, qu'est-ce que mais écoutez, là, je crois, j'ai aussi eu des discussions avec Fassin là-dessus. Moi, je trouve que sa position, et c'est assez étonnant, parce que c'est quelqu'un qui est assez tout de même sophistiqué et il a pas mal de domaines dans lesquels on est assez d'accord. D'ailleurs, dans le livre, on voit bien qu'il y a des points. Ça, c'est le nœud de sa critique. Oui, d'accord. Il dit qu'il ne faut pas s'adresser... Mais c'est une position essentialiste. Ça veut dire qu'il y a des gens dont qui sont innés de manière inhérente, raciste, sexiste, homophobe. Je ne pense pas que la grande majorité, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception, mais que la grande majorité des électeurs du Rassemblement national soient motivés par ça. Je crois que, en fait, alors là, c'est aussi un point sur lequel j'insiste toujours beaucoup, et dans le cas de la France, c'est très clair. Il y a tout de même eu un abandon des classes populaires par la social-démocratie. En France, bon, rappelez-vous par exemple le document de Terra Nova où ils ont déclaré bon, les classes populaires sont foutues, c'est perdu pour nous, on ne va jamais pouvoir les récupérer. Bon, ça c'est le domaine de Marine Le Pen. Et nous, on devrait se concentrer sur les classes moyennes et sur les émigrés, parce que les émigrés, il y a moins de chances, disent-ils, qu'ils votent pour Marine Le Pen. Mais donc, alors, écoutez, c'est évident que si
les partis sociaux-démocrates, qui devraient être ceux qui représentent l'intérêt de la classe ouvrière, les abandonnent. Ben, ils ont été livrés à Marine Le Pen. Marine Le Pen, et là, j'en ai parlé justement avec François Ruffin lorsqu'il faisait sa campagne. Dit, bon, beaucoup des gens, donc, parce que dans la Picardie, c'est tout de même un endroit qui a été déserté par mais aussi de désindustrialisation. Mais Marine Le Pen, elle allait parler avec les gens. Elle disait, mais vous savez, je comprends vos douleurs, mais votre problème, ce sont les émigrés qui sont responsables de ça. Alors, évidemment, c'est un discours qui construit des formes de subjectivité anti-émigrée. Mais ce qu'il faut faire, et c'est ce que Ruffin a fait, c'est pour ça qu'il a réussi tout de même à avoir un très bon score dans un endroit qui était assez Front National, c'est discuter avec ces gens-là et leur faire comprendre dans la discussion que c'est pas les immigrés qui sont à l'origine de leurs problèmes. Vous voyez, c'est Non, mais laissez-moi terminer ça parce que je vais arriver à l'autre partie de votre question à propos d'Éric Fassin. Moi, je crois profondément qu'il est possible de transformer, et la politique, c'est ça, c'est la construction des identités. D'ailleurs, les élections, parce que le livre de Fassin a été publié avant les élections, a bien montré qu'il y a, par exemple, surtout à Marseille et à Amiens, Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin ont gagné partie, je ne dis pas que ce sont des nombres incroyables, mais enfin, il y a une partie des gens qui votaient Front National, qui votaient Rassemblement National, qui votaient Marine Le Pen, qui ont voté pour Mélenchon. Donc, en faisant un travail avec eux, on peut les faire changer d'avis. Alors, ça ne veut pas dire, bien entendu, parce que ça, c'est aussi un autre reproche, que je dis que, maintenant, le populisme de gauche ou la France insoumise, ici en France, elles doivent... Leur objectif principal, ça doit être de regagner les électeurs du Front National. Mais évidemment, je ne dis pas ça. Je dis, il y a aussi, par exemple, c'est évident que les abstentionnistes, il faut absolument qu'on se dirige vers les abstentionnistes. En fait, oui, les ouvriers, oui, ils sont beaucoup plus abstentionnistes que Front National. Je suis d'accord avec ça, mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas... Honnêtement, moi, je ne comprends pas comment on peut... pour quelqu'un de gauche, dire, bon, mais ces gens-là, on ne leur parle pas. Hein, s'ils sont foutus, ce sont des... Non, je ne peux pas, je crois que... Il ne s'agit pas forcément de dire qu'ils sont foutus, mais c'est une question de priorité politique. Est-ce qu'on s'adresse aux abstentionnistes ou aux électeurs du FN et on ne s'adresse pas pareillement... Mais moi, je ne vois pas ça en termes de priorité. Il y a pas... Il faut avoir un langage qui s'adresse aux deux. Parce et c'est que pas une question... les ouvriers abstentionnistes, c'est pour beaucoup d'anciens électeurs socialistes ou communistes qui ont été déçus par les trahisons Oui, mais de il y a la gauche. aussi des électeurs du Front National. Écoutez, rappelez-vous, par exemple... c'est un livre que j'aime beaucoup, le livre de Didier Ribon, Retour à Reims, où il montre très bien que sa famille, enfin les gens de Reims, qui étaient électeurs communistes, quand il retourne 30 ans après chez lui, bon, il y a toute son expérience. C'est un livre magnifique, hein, Retour à Reims. Oui, moi, je trouve que vraiment, il y a beaucoup à apprendre. Et ils votent tous Front National. Non, mais c'est important de voir ça. Je trouve aussi que c'est un livre magnifique, mais en contrepoint de celui-là, il y a un autre livre important de Annie Kolovald qui s'appelle Le populisme du FN, un dangereux contresens, où en fait, elle, ce qu'elle montre sur le vote ouvrier, c'est que le vote des ouvriers de droite est passé à l'extrême droite et le vote des ouvriers de gauche est passé à l'abstention. Et c'est ça qui s'est passé. Ce n'est pas des ouvriers de gauche qui sont allés à l'extrême droite. Non, je sais que bon, on critique beaucoup la thèse de Perrineau. Oui, là-dessus, sur l'ouvriero. Oui, sur le gaucho-le-pénisme. Oui, mais attendez, moi, ici, je ne suis pas en train de dire que... Mais ce que je veux dire, c'est que si on part d'une perspective anti-essentialiste... c'est ça le point. C'est ça le point fondamental. Il faut... pas dire il y a c'est pas figé. C'est pas figé. Il faut pas dire qu'il y a des gens que c'est pas la peine qu'on s'occupe d'eux. Moi, je crois que un projet de gauche doit s'adresser à toute la classe ouvrière, toute la classe ouvrière. Ben, évidemment, pas uniquement la classe ouvrière, parce que et c'est en fait la raison pour laquelle maintenant je parle de populisme de gauche. On m'a fait remarquer, c'est vrai, que il y a une différence de position entre ce que je défends dans l'illusion du consensus et ce que je défends dans un populisme de gauche.
parce qu'en fait, dans l'illusion du consensus, donc je vous rappelle, c'était publié en 2005, c'est important ça. Bon, je critique surtout la dérive droitière des partis sociaux-démocrates et le modèle de Tony Blair, de la post-politique, et le fait de dire, bon, il n'y a plus de différence entre droite et gauche. Bon, le théoricien de New Labour, Giddens, avec un livre Beyond Left and Right, au-delà de la droite et de la gauche. Bon, je critique ça. Et je dis non, il faut à ce moment-là, je ne dis pas tellement reformuler, mais il faut rétablir la distinction entre de gauche parce que, en fait, bon, la politique, ça a à voir avec ça, ça a à voir avec une politique agonistique, doit offrir des alternatives et finalement, alors c'est vrai que parce que ça, dans la discussion que j'ai eue avec Inigo Errejón, qu'on a publié dans le livre Construire un peuple. Qui a été un temps numéro 2 de Podemos, qui est peut-être pensante. Exactement. Alors, lui, il dit, parce que comme vous le savez, Podemos voulait se présenter comme étant ni de droite ni de gauche. Mais alors, tout de même, il faut spécifier que, en disant ça, c'est pas qu'ils disent qu'il y a pas de frontières politiques. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre Blair, la troisième voie, et Podemos. Parce que pour Podemos, il y a tout le monde, Tony Blair disait, maintenant nous sommes tous de classe moyenne, on pourrait tous s'entendre. Ce n'est pas du tout la position de Podemos. La position de Podemos, c'était de dire, et fondamentalement, ce qu'il signifie, et je crois qu'on peut comprendre ça dans le cas espagnol, le terme de gauche a été tellement dévalué qu'on ne peut pas motiver les gens à partir de là. Et, par exemple, rappelez-vous, les indignados ne se présentaient absolument pas comme la gauche. Hein, donc, ce n'était pas une voie. Alors, il faut comprendre aussi la position de Podemos par rapport à la droite et la gauche. Et, mais Inigo me disait, par exemple, oui, mais par exemple, c'est vrai, d'ailleurs, cette distinction droite-gauche, c'est quelque chose de très occidentale. En Amérique latine, par exemple, ça n'a pas du tout la même signification. Alors je lui disais, oui, c'est vrai, mais écoute, nous, on est ici en Europe, il faut agir dans la mesure, en tenant compte de l'imaginaire politique. Ici en Europe, je crois qu'aujourd'hui, évidemment, on peut appeler ça d'une autre façon, parce que ce n'est pas un essentialisme de droite et de gauche, je veux dire, mais je crois que ce qui est important, c'est montrer que la société est divisée, qu'il y a des antagonismes, et qu'il faut qu'on choisisse son camp. Alors, si qu'on appelle le camp de la justice sociale et de la souveraineté populaire la gauche, c'est vrai que c'est quelque chose qui est spécifique à nous. Mais bon, je crois qu'il faut partir justement de la société telle qu'elle est pour nous. C'est pour ça que d'ailleurs, vous avez remarqué dans la conclusion de mon livre, j'explique un peu pourquoi je considère que, même si je suis d'accord avec Inigo et avec pas mal de gens qui aussi disent, parlons plutôt de populisme démocratique. Hein, parce que plutôt que populisme de gauche. Oui, ou populisme progressiste. Remarquez aujourd'hui, avec Macron qui a vraiment approprié le terme de progressiste, on ne peut plus. Mais je dis non, évidemment, pour moi, la différence droite-gauche ne doit pas se faire construire de manière traditionnelle comme étant... Bon, qu'il y a des secteurs, hein, qui sont des secteurs sociaux, qui sont nécessairement ou potentiellement de gauche et d'autres qui ne le sont pas. Donc, ce n'est pas une distinction au niveau sociologique ou empirique, mais axiologique, parce que je crois qu'il y a tout de même des valeurs fondamentales qui s'expriment à travers le signifiant gauche pour nous. Hein, la justice sociale, la souveraineté populaire, l'égalité. Et je crois que ça, on ne peut pas les abandonner. Par exemple, une chose que j'aime bien aimer aussi, c'est un petit livre de Norberto Bobbio qui a été publié il y a un certain temps, qui s'appelle Droite et gauche, où il dit, parce qu'il y avait déjà, il y a 20 ans, une discussion en Italie sur est-ce que c'est encore pertinent, la droite et la gauche. Et Bobbio disait, bon, si on va au fond des choses, la différence entre droite et gauche, c'est que la droite privilégie toujours la liberté et la gauche privilégie l'égalité. Alors, moi, je crois que c'est vrai qu'il faut toujours articuler liberté-égalité, mais c'est vrai que la position de gauche va
c'est la position qui défend la liberté, l'égalité, pardon, et la justice sociale. Donc c'est pourquoi moi je ne veux pas abandonner la référence à la gauche, mais d'un point de vue axiologique. Mais donc c'est dans ce sens-là que je défendais cette idée il faut rétablir la frontière. En fait, c'était ça mon idée centrale dans le livre. Oui, déjà, en fait, avant l'illusion du consensus, parce qu'avant ça, j'avais publié un livre qui s'appelait The Return of the Political, qui n'a pas été traduit en français. Il y a eu une partie des articles qui ont été traduit pour un livre qui s'appelait Pour une démocratie plurielle, qui a été publié par la découverte des éditions du MOS. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je pensais encore que, si vous voulez, j'avais encore des illusions, pourrait-on dire, sur le fait que les partis sociaux-démocrates puissent retrouver une identité de gauche. En fait, c'était leur dire, non mais reprenez votre identité de gauche, c'est ça. Ne suivez pas l'exemple de Tony Blair et la troisième voie, retrouvez l'identité de gauche. C'est vrai que maintenant, je défends une position différente parce que, entre-temps, entre 2005 et 2015, enfin, même non plus donc ce livre a été publié en 2000, non, il vient d'être publié, en fait, 2018, il y a eu la crise de 2008. Et pour moi, ça a été un moment important parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il ne fallait pas attendre grand-chose des partis sociaux-démocrates. Parce qu'au fond, la crise a ouvert une possibilité. Et si il y a eu des partis de gauche qui étaient disposés à profiter de cette crise pour faire au fond ce qu'a fait Franklin Roosevelt aux États-Unis avec le New Deal, hein, introduire des politiques de redistribution, parce qu'au fond, jusqu'en 2008, il y avait une hégémonie pratiquement incontestée du modèle néolibéral. Tout le monde pensait que la solution, c'était... Enfin, tout le monde, évidemment, pas tout le monde, mais je dirais la grande majorité pensait que la solution, c'était de suivre le modèle anglo-saxon de capitalisme. Rappelez-vous Fukuyama, la fin de l'histoire et tout ça. Donc, c'était... Voilà, on a... avec la crise de 2008, tout à coup, bon, cette idée que l'État était nécessairement l'ennemi, ça a changé. On a appelé l'État, il faut que vous veniez nous aider. Alors, ils ont aidé, mais d'une façon particulière, dans la mesure où ils ont aidé les banques. Hein. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, non, mais... bon, ils ont aidé les banques, donc ils sont intervenus pour aider les banques. Et puis après, ils ont absolument suivi toutes les politiques d'austérité qui étaient proposées par la droite. Et à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre qu'au fond, les partis sociaux-démocrates avaient été tellement complices, tellement imbriqués dans l'institution même de l'installation de la démocratie, du néolibéralisme, qu'il ne fallait pas vraiment attendre qu'il se transforme. Et c'est pourquoi j'ai commencé à dire non, mais ce qui est nécessaire, c'est d'avoir de partis nouveaux, qui se fassent sur une base différente, qui ne se fassent pas sur la base traditionnelle de la social-démocratie. Et c'est pourquoi je parle maintenant de populisme de gauche, dans la mesure qu'il faut des partis qui aient une stratégie différente. Alors, ici, je voudrais quand même dire qu'il y a une exception à cette idée que j'avais qu'il n'y avait rien à attendre des partis sociaux-démocrates, c'est le cas de Blair en Grande-Bretagne. De Corbyn. De Corbyn en Grande-Bretagne. Parce que là, bon, j'en parle dans mon livre, et bon, mais c'est pas moi qui ai inventé ça, je connais pas mal de gens dans l'équipe rapprochée de Corbyn, qui disent, mais oui, on suit évidemment une stratégie populiste de gauche, parce qu'en fait, ce que le Labour de Corbyn
est en train d'essayer de faire, c'est de créer un vaste mouvement populaire, de transformer le Parti laboriste, qui était un parti tout de même créé par les trades d'union, donc les syndicats, au très, début très, du très, XXe siècle. très pensé en termes, si vous voulez, des ouvriers. Mais maintenant, grâce surtout au développement de Momentum, qui est ce mouvement beaucoup plus, si vous voulez, bon, de jeunes et beaucoup plus, bon, une grande partie de la classe moyenne précarisée. Donc, ils ont élargi d'une manière assez importante le groupe de gens auxquels ils veulent s'adresser. Et oui, ils reconnaissent, nous on suit une stratégie de populisme de gauche. C'est le cas de Podemos en Espagne, c'est le cas de Ils adoptent un Mélenchon. slogan for the many, not for the few. Oui, for the many, not the few. Alors ça, c'est aussi intéressant, parce qu'en fait, il me racontait que c'est un slogan qui avait été utilisé par Tony Blair avant. C'est pour ça, lorsqu'ils l'ont proposé, il n'y a pas eu de réticence, parce que, bon, il faut dire que pour le moment, il y a encore... Alors, c'est intéressant de voir comment Corbyn est au niveau, si vous voulez, du pays. Bon, je crois d'ailleurs, si on ne sait jamais ce qui va se passer, parce que là, vraiment, la situation pour le moment est tout à fait explosive. Il est tout à fait pensable qu'il gagne les élections s'il y en a prochainement. Donc, au niveau du pays, il y a vraiment une très bonne image, mais au niveau du groupe parlementaire, il n'a tout de même qu'un quart, parce que ils sont encore les vieux Blairites. Oui. Donc, il y a une lutte assez forte. Mais quand ils ont, pour les élections de l'an dernier, proposé ce thème, tous les Blairites étaient d'accord. Parce que, ah oui, bon, c'est le thème de Blair. Mais ils l'ont resignifié d'une manière de construction de frontières. For the many, not the few. Tandis que Blair, c'était for the many, not the few. Le many, insistant sur le many, hein, not the few. Par exemple, dernièrement, je viens de voir Theresa May faisant un discours, à dire, nous, on veut parler pour tout le pays. Voilà, pour tout le pays. Inclusif, c'est ça, oui. Il n'y a pas d'antagonisme. On peut tous se mettre d'accord. Exactement. Mais Labour dit non, for the many, not the few. Bien sûr, il y a des gens qui vont perdre. Qui vont perdre. Si on veut développer des politiques qui se font pour le many, il faut mettre en question une série de politiques. Donc, c'est ça, à mon avis, qui est... Pour moi, ça a été la différence. Qu'aujourd'hui, sauf... Il peut y avoir des exceptions, hein, je veux dire, mais en principe, la plupart des partis sociaux-démocrates, je ne vois pas du tout comment ils peuvent... Ce qui est en question, c'est est-ce qu'ils vont s'opposer au néolibéralisme. Et par exemple, très clairement, les politiques du New Labour, il y a une rupture totale avec la stratégie de Blair et la stratégie de Corbyn. C'est une stratégie de vraiment mettre fin, créer une nouvelle hégémonie. C'est pour ça que je dis, au fond, ce qu'ils veulent faire, c'est d'une certaine façon refaire, mais dans le sens inverse, le geste de Thatcher. Hein, parce que Thatcher, elle s'est opposée au consensus social-démocrate, elle a établi une frontière, elle a réussi à établir une nouvelle hégémonie néolibérale. Maintenant, il s'agit de faire le même geste, si vous voulez, établir une frontière et créer une autre forme d'hégémonie qui soit une hégémonie qui permette la radicalisation de la démocratie. Je reviens sur la discussion qu'on avait enclenchée sur la façon de lutter contre les populistes de droite, parce que c'est ça aussi le moment populiste. C'est une période où il y a une espèce de course de vitesse entre populistes de droite et populistes de gauche. Et vous, il y a un point, je sais que c'est important, vous y insistez assez régulièrement, c'est vous dites... Il ne faut pas avoir peur pour la gauche d'investir le thème de la nation, de la patrie, et parce que votre argument, c'est notamment de dire qu'il ne faut justement pas laisser cet affect qui peut être extrêmement mobilisateur à nos adversaires de la droite. Mais en même temps, cet argument, il peut être retourné. On peut dire qu'en mobilisant le thème de la nation, on fait justement le jeu de la droite qui est beaucoup plus à l'aise avec ce sujet-là, qui cherche toujours... à le mettre en avant dans l'agenda politique et que donc, voilà, on peut répondre à ça que non, il faut justement laisser de côté le thème de la nation pour mettre en avant celui de la démocratie, de l'égalité. Qu'est-ce que, enfin, vous oui, par exemple, et plus concrètement, du coup, ça pose la question de la Marseillaise dans les meetings
des partis de gauche, de la France insoumise pour ne pas la nommer, les drapeaux tricolores. Ça dépasse même la France insoumise, puisque là, par exemple, je disais qu'on parlerait des gilets jaunes. Alors, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais c'est vrai que parmi les gilets jaunes, on en a vu un certain nombre qui avaient affiché à l'arrière là, du chasuble, fiers d'être gaulois ou gaulois réfractaires, ou Oui, ce mais genre alors, de Gaulois choses. réfractaire, c'est nettement anti-Macron. Hein, ça. C'était Macron, ça, ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui, non, je sais, c'est un thème Qu'est-ce sur qu'on lequel en je fait suis de... très souvent critiquée, très souvent critiquée. Mais écoutez, alors là, moi, ce qui m'amène, qui est à l'origine de ma réflexion, c'est justement le thème des affects. Je crois que, et aussi mon intérêt pour la psychanalyse. Freud a souvent insisté sur le fait de ce qu'il appelle la très forte charge libidinale qui est en jeu dans les identités nationales. Bon. Et je crois qu'on peut ne pas aimer ça, on peut le préférer, mais il faut partir de là. Moi ma position, c'est vraiment, il faut partir des gens comme ils sont, les adresser, comprendre quels sont. Évidemment, pour les transformer, pour essayer d'articuler ça de manière de gauche. Mais on ne peut pas leur dire... C'est pour ça que moi, j'ai toujours été, mais alors depuis le début, très critique des positions d'Habermas, ces identités post-conventionnelles, qu'il fallait abandonner toutes les identités particulières. Alors, remarquez, on le comprend un peu venant de l'Allemagne, ils ont un problème avec leur identité nationale. Hein. Mais pourrait devenir, maintenant, s'identifier, par exemple, à une identité européenne, qui soit une identité post-conventionnelle. Tout ça, c'est beau en théorie, mais en pratique, je crois qu'il est important de voir. Non, pour pas mal de gens, la nation est tout de même encore, et surtout en réalité, dans un moment où ils souffrent autant de la globalisation néolibérale. Je veux dire, la nation, c'est tout de même un endroit où finalement on peut retrouver une espèce de sentiment de protection. Et c'est pour ça que, et je crois que Marine Le Pen a été très, très habile dans la façon de mobiliser ça dans un sens, justement, de restriction de la démocratie. Parce qu'en fait, c'est une conception de la nation qui est une conception assez ethno-nationaliste. Hein, je veux dire, mais il n'est pas nécessaire de voir ça de cette façon-là. On peut aussi avoir une conception de la nation qui est beaucoup plus ouverte. Et là, je dois dire que je crois que les Français ont une grande chance et un avantage énorme, c'est le fait d'avoir la Révolution française. Parce que moi, je défends beaucoup l'idée de ce que j'appelle un patriotisme de gauche. Je crois que le patriotisme, c'est un affect important. Mais évidemment, absolument, il peut être dirigé d'une manière complètement réactive, mais on peut aussi, parce que dans la tradition, il y a toujours, en France, comme je le disais, bon, c'est vraiment particulier parce que, au fond, vous savez, la Marseillaise est le seul hymne national qui soit aussi un chant révolutionnaire. C'est tout de même important, quelque chose comme ça, vous voyez. Là, je suis vraiment convaincue, on ne peut pas laisser ce thème-là en France à Marine Le Pen. Donc, je trouve très bien que la France insoumise se soit engagée pour essayer justement de resignifier toute la tradition nationale de manière non nationaliste, mais de manière beaucoup plus ouverte, beaucoup plus internationaliste. Et je crois qu'on peut le faire. On peut le faire en France beaucoup plus facilement que dans d'autres pays. Mais même par exemple, moi j'ai eu beaucoup de discussions avec des amis autrichiens là-dessus, parce que je suis très liée à l'Autriche. Et ils me disaient non, mais on ne peut pas. D'ailleurs, je me souviens une fois, je leur avais dit, mais c'est vrai, je ne connais aucun pays où la gauche soit aussi antipatriotique qu'en Autriche. Alors un ami me dit oui, mais c'est notre façon à nous d'être patriotique, d'être antipatriotique, parce qu'on ne peut pas vraiment s'inventer. J'ai dit mais écoutez, non, c'est pas vrai, parce que de toute façon l'épisode nazi c'est une partie assez limitée de l'histoire autrichienne. Vous pouvez faire référence à Vienne la Rouge, vous pouvez faire référence à l'autre marxisme. Il y a toujours les Allemands ont aussi un problème, mais ils peuvent aussi faire référence à Liebknecht, à Rosa Luxembourg, aux Spartakistes. Vous voyez, il n'y a pas d'histoire nationale où il n'y ait pas
la possibilité de créer un récit national qui soit un récit progressiste. C'est ça, à mon avis, qui est important. Mais alors moi, je suis assez d'accord avec vous sur la possibilité éventuelle de resignifier la nation en des termes progressistes. Je suis d'accord aussi sur le fait que la nation peut être un affect mobilisateur, voire très mobilisateur. Il suffit d'être en France le soir de la finale de la Coupe du Monde pour s'en rendre compte. Mais là où j'ai une difficulté, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'au final, qu'on le veuille ou non, ce thème, il fait le jeu de la droite. Et je vous donnerai l'exemple de l'Espagne. Là, ces 2 dernières années, à cause de la question catalane, il y a eu vraiment ce débat entre nation espagnole contre nation catalane. Et ce qu'on voit, c'est que dans les urnes, ça fait le jeu de la droite qui remonte et ça fait baisser Podemos, alors même que Podemos étaient ceux qui avaient essayé de jouer la nation. Oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Mais je crois que Podemos, et maintenant avec Vox, qui vient d'avoir... Mais non, ça c'est le problème fondamental de l'Espagne, c'est la relation avec la Catalogne. Mais oui, vous savez, la solution, ce n'est pas du tout d'abandonner... Par exemple, Podemos, mais particulièrement Inigo Errejón, mais Pablo Iglesias est aussi d'accord là-dessus. Ce qu'ils essayent, parce que justement j'étais à Barcelone la semaine dernière et j'ai participé à un événement où il y avait Pablo qui était là, qui discutait justement, c'était après les élections d'Andalousie, tout ça, oui. Il est vraiment important de construire un récit national qui soit plurinational. Il dit, on doit pouvoir construire une question de l'Espagne qui a le fait de la plurinationalité peut être vu comme un avantage, comme quelque chose de formidable, alors qu'en général, les gens le vivent comme un problème. Mais il faut vraiment qu'on parvienne à construire une vision de l'Espagne plurinationale comme étant quelque chose qui est très positif, une grande diversité, et je suis d'accord avec ça. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile, et je suis aussi d'accord avec vous qu'en général, les thèmes nationaux sont beaucoup plus facilement mobilisables par la droite, c'est certain. Mais écoutez, alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Dire, ah non, c'est pas la peine, on ne va pas gagner. Alors, on le laisse complètement à la droite, ou bien on essaye malgré tout de l'articuler d'une manière positive. Là, je crois que c'est un thème beaucoup trop décisif pour l'abandonner. Mais je suis d'accord, c'est pas facile. Alors j'ai une dernière question sur l'extrême droite et puis après on la laissera de côté. Justement, je viens d'utiliser le terme d'extrême droite. Alors la question, mais je vous la pose notamment parce qu'il y a 2 mois, on recevait un sociologue, Hugo Paletta, qui a écrit un livre sur le danger fasciste. Et lui, il disait... il ne faut pas dire du FN que c'est un parti populiste ou populiste de droite parce qu'en fait, c'est lui faire un cadeau. C'est laisser entendre qu'il est populiste, donc du côté du peuple, des classes populaires. Marine Le Pen, elle est ravie qu'on dise ça. Plutôt qu'on la qualifie de raciste, d'extrême droite, justement. Elle avait fait un procès à Jean-Luc Mélenchon quand il avait dit que c'était un parti d'extrême droite. Heureusement, Jean-Luc Mélenchon a gagné le procès. Mais voilà, est-ce que c'est pas faire un cadeau finalement à l'adversaire que de le désigner comme populiste de droite alors que c'est plus Oui, que je ça, sais. en fait. Pas mal de gens, Eric Fassin entre autres aussi, par exemple, me critique pour le fait de ne pas désigner ces partis comme étant l'extrême droite. Bon, moi, j'en parle dans le livre d'ailleurs, je crois que vraiment, d'abord, utiliser le terme fasciste, je suis absolument contre ça. Parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, je ne pense pas qu'il soit fasciste, mais surtout aussi parce qu'en fait, c'est une solution de facilité. Vous voyez, dans la mesure où je disais il y a un moment, je crois que les partis sociaux-démocrates sont en grande mesure responsables du succès de ce qu'on appelle la droite populiste. Et pour eux... Ils s'en sont servis en permanence. Oui, mais et pour eux, qualifier ça... Ah non, si on dit « Ah, ce sont des partis fascistes », c'est le retour de la peste brune. C'est comme si c'était un phénomène météorologique. Hein. On n'a pas à se demander quelle était notre responsabilité là-dedans, qu'est-ce qui a amené une situation. Ah non, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on définit la situation comme ça? Faire un cordon sanitaire, essayer de se protéger pour que la lèpre, comme dit Macron, ne nous affecte pas?
Ou bien, mais c'est une position très défensive qui ne permet pas de lutter. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles je crois que vraiment, alors on comprend évidemment pourquoi ça leur donne bonne conscience. Hein, quand on dit, ah non, 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 nous, on est le vrai démocrate. Et ça, c'est l'extrême droite. On n'a rien à se reprocher. Donc ça, je trouve, c'est une solution qui est vraiment... vous exonère trop facilement de votre responsabilité. D'autre part, je crois que c'est contre-productif parce qu'en fait, ça a tendance à renforcer l'opposition entre les élites, ceux qui, je crois que les gens qui votent pour le Rassemblement national, ils vont pas commencer à se dire, ah, non, mais donc on est fasciste, donc on ne devrait pas. Au contraire, ça les renforce dans leur unité. Donc c'est contre-productif. Mais aussi, moi je crois que, alors là c'est plutôt point de vue de sociologie politique ou de la théorie, je crois qu'il y a une grande différence si on pense sérieusement à ce que l'extrême droite, c'est tout de même toujours un terme qui a été utilisé pour se référer à des partis qui voulaient en finir avec la démocratie représentative. C'est ça l'extrême droite. Hein? Et la différence entre la droite et l'extrême droite, c'est bien là-dessus. Et moi, je ne pense pas que ces partis que j'appelle populistes de droite, c'est d'ailleurs pour ça que je les appelle populistes de droite, pour différencier de ce qu'était l'extrême droite, qui, elle, veut absolument en finir avec la démocratie représentative. Ces partis ne veulent pas en finir avec la démocratie représentative. Ils veulent arriver au pouvoir. Évidemment, ils vont restreindre la démocratie, mais ce qui est intéressant de voir, en tout cas pour moi, c'est que c'est au nom de la démocratie, ils utilisent le terme démocrate. Marine Le Pen dit, bon, mais moi, je vais donner une voix au peuple. Donc, le ressort de ces partis, c'est de dire, ah non, on va défendre la démocratie. Donc, je ne pense pas que, honnêtement, cette qualification d'extrême droite soit pertinente. Hein. Et il faut pouvoir distinguer entre partis d'extrême droite et la parti populaire de droite. Par exemple, évidemment, il y a des partis d'extrême droite. Aube dorée en Grèce est un parti d'extrême droite. Et c'est pour ça que j'ai toujours, en réalité, défendu la thèse que des partis comme ça ne devraient pas être autorisés à participer aux élections. Parce que ce sont des partis qui vraiment mettent en question les institutions libérales démocratiques. Mais bon, ce n'est pas le cas de la plupart des partis qu'on peut appeler populistes de droite. C'est pas, alors, c'est vrai qu'au nom de la démocratie, ils veulent créer une situation qui va restreindre la démocratie, ça c'est certain. Mais honnêtement, pour toute une série de raisons à la fois politiques et théoriques, je ne pense pas que ça aide à un projet de gauche de les qualifier comme étant extrême droite. Je comprends vos arguments, mais j'ai quand même encore une réserve, c'est que historiquement, les partis fascistes, ils sont très différents avant d'arriver au pouvoir, et une fois qu'ils sont au pouvoir, avant d'arriver au pouvoir, il y a effectivement une rhétorique qui, aujourd'hui, qui peut se dire au nom de la démocratie, au nom du peuple, mais une fois qu'ils ont pris le pouvoir, là, il y a une mutation qualitative, en fait, dans ce Écoutez, oui, non, mais ça c'est pas, je suis pas d'accord avec ça, parce qu'en fait, par exemple, bon, Hitler a dit très clairement, avant d'arriver au pouvoir, il suffit de lire Mein Kampf pour savoir que c'était pas quelqu'un qui avait l'intention de maintenir les institutions démocratiques. Hein, je veux dire, on nous dit toujours mais ça. Il a joué leur jeu, il a joué leur jeu, oui, il a été élu légalement. D'accord, oui, c'est certain, mais ça ne veut pas dire qu'il s'est présenté comme étant, il a profité d'une situation de crise particulière. Oui, parce que, bon, il y a des gens qui disent, ah, mais vous savez, ces partis-là, ils prétendent être mais une fois qu'ils arriveront au pouvoir, ils vont... honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et je crois que, non, il faut vraiment faire la différence entre des partis qui sont vraiment clairement néo-nazis d'extrême droite. Et en général, bien sûr qu'il y a des groupes d'extrême droite, mais ils sont en général plutôt marginaux. Ils sont pas, je ne les vois pas comme étant extrêmement dangereux. Et je ne pense pas, par exemple, que ça aide beaucoup. Par exemple, j'étais assez
étonné l'année dernière, au moment donc des élections. Il y a toute une série de journaux qui ont fait, on a mis comme thème, ils essayaient de prouver que Marine Le Pen n'était pas républicaine, parce qu'ici, en fait, c'est la question. Bon. Alors moi, je dis, bon, écoutez, si elle n'est pas républicaine, comment est-ce possible que, si c'est une ennemie de la République, comment est-ce qu'elle peut se présenter aux élections et être, si vous voulez, subventionnée pour se présenter aux élections? Alors, parce que si on est vraiment un ennemi de la République, on ne devrait pas pouvoir être compris dans la lutte pluralistique qui représente, pour moi, la lutte agonistique. Ou bien elle est vraiment, elle met en question vraiment les principes républicains, alors il ne faut pas lui permettre de se présenter, ou bien elle est, moi la thèse que je défends là, à ce sujet-là, c'est un point qu'on n'a pas encore touché, mais c'est la distinction que je fais entre agonisme et antagonisme. Entre ennemi et adversaire, parce qu'on a utilisé les deux termes, mais pour vous, c'est pas la même chose et c'est une distinction importante. C'est pas la même chose, parce que je crois justement un ennemi, sont des opposants, enfin, sont des ennemis, parce qu'il ne s'agit pas d'ennemis personnels ici, c'est des ennemis politiques, non, ce genre, sont des opposants auxquels qu'on veut détruire. On leur donne pas la possibilité, certainement pas de participer aux élections et d'arriver avoir la possibilité de gagner les élections légalement. Donc, on veut le détruire, on n'accepte pas du tout leurs revendications. Bon. Alors, bon, là, je ne sais pas si on peut entrer en détail là-dessus, mais en réalité, c'est là où mon rapport avec Carl Schmitt, sur lequel on me critique aussi d'ailleurs assez souvent. Carl Schmitt, un juriste, constitutionnaliste allemand qui était par ailleurs au NSDAP. Qui s'est compromis pendant 3 ans, parce que il y a beaucoup de discussions là-dessus. On prétend que Schmitt était depuis le début énormément. Bon, là, ça ne vaut pas la peine de discuter ça ici. Mais si vous voulez, beaucoup de gens qui, justement, défendent plutôt la conception associative, Schmitt, bien entendu, représente, et on a en commun de participer à la conception dissociative. C'est intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il y a toute une série de gens qui disent que dans Hégémonie, on défend une conception... On est influencé par Carl Schmitt et on défend une conception schmittienne des politiques. Alors, c'est assez amusant parce qu'à ce moment-là, ni Ernesto ni moi, nous n'avions lu Carl Schmitt lorsqu'on a écrit le livre. Et c'est après, lorsque le livre est paru, un ami grec me dit une fois, est-ce que tu as lu le livre de Carl Schmitt, Le concept des politiques? Je dis non. Il dit, écoute, je te conseille de le lire, tu vas trouver qu'il y a pas mal d'idées qui sont intéressantes. Et j'ai lu le livre, je me dis, oui, évidemment, il est dans la conception dissociative, pour lui, le politique a à voir avec l'antagonisme. Mais l'antagonisme, selon Schmitt, ne peut se donner que sur l'opposition ami-ennemi. Bon. Et alors, en conséquence, il dit, bon, la démocratie pluraliste n'est pas possible, parce que si on va permettre justement l'expression de l'antagonisme à l'intérieur de la communauté politique, ça va conduire à la guerre civile. Et il a raison là-dessus. Alors, pour moi, ça a été un véritable défi, Schmitt, parce que, à la fois, j'étais d'accord avec le fait qu'il faut partir d'une conception dissociative du politique, mais d'un autre côté, je n'étais pas du tout, mon intention n'était absolument pas de dire que la démocratie représentative, pluraliste, était un régime inviable, comme dit Schmitt, mais je voulais reformuler d'une manière vraiment politique le projet de démocratie pluraliste. Alors, donc, je ne suivais pas Schmitt dans ce raisonnement. Mais est-ce qu'il est possible, c'est une des questions que je me suis posée dans pas mal de livres, est-ce qu'il est possible de penser une démocratie pluraliste à partir du fait de reconnaître l'antagonisme comme étant inéradicable? Parce que Jürgen Habermas dit non, ce n'est pas possible. Donc, si on reconnaît l'antagonisme, nécessairement, on met en question la possibilité d'une démocratie pluraliste. Alors moi, je voulais à la fois dire non, et le politique savoir avec l'antagonisme inéradicable, mais on doit
pouvoir imaginer les conditions de créer à partir de ça une démocratie pluraliste. Et c'est là où j'ai commencé à développer l'idée de la différence entre antagonisme et agonisme. Parce que dans le cas de l'agonisme, il s'agit d'une confrontation où les opposants savent que ce n'est pas une question de discuter, de libérer. Il y a un antagonisme et on va chacun lutter pour avoir, si vous voulez, l'hégémonie. Hein, mais on ne nie pas le droit de son opposant à défendre leur point de vue. Ce qui est nécessaire pour qu'il y ait une relation agonistique, c'est qu'il y ait ce que j'appelle un consensus conflictuel. Donc, on est d'accord sur ce que j'appelle aussi les principes éthico-politiques de la démocratie pluraliste, liberté, égalité pour tous, mais on a des interprétations différentes de ces principes et de la façon dont ils devraient être institués. Donc, et ça, il suffit de réfléchir un peu. Oui, d'accord, égalité, liberté pour tous, oui. Mais qu'est-ce qu'on entend par égalité? Qu'est-ce qu'on entend par liberté? Et le pour tous, c'est aussi une grande question. Donc, il est évident qu'on peut à la fois être d'accord sur les principes, mais avoir des conflits sur leur interprétation. Quand on rentre dans les cas précis, oui. Liberté de l'entrepreneur ou liberté du salarié. Exactement, absolument. En philosophie politique, c'est incroyable ce qu'on discute là-dessus. Alors, pour moi, la démocratie, c'est justement un système agonistique qui reconnaît la division du social, comme je le disais de manière avant, mais qui va établir les institutions qui permettent que lorsque le combat a lieu, il se fasse d'une manière qui ne conduise pas à la guerre civile. C'est ça la conception agonistique. Alors, pour en revenir à Marine Le Pen, et en général, ce que je dirais... S'opposer sans se massacrer. J'adore cette expression de Marcel Mauss, s'opposer sans se massacrer. C'est un peu ça l'idée. C'est absolument cette idée-là. Et moi, je dirais que dans le cas du Rassemblement national, ils ne mettent pas en question les principes de liberté et égalité pour tous, mais ils les interprètent d'une manière qui est vraiment, on pourrait dire, borderline, hein, de point de vue parce que, bon, et c'est surtout, en fait, la question du pour tous qui est problématique là-bas, parce que c'est un pour tous qui est très réduit. Hein. Oui, liberté et égalité pour les bons Français de souche, mais les immigrés, non. Alors, et par exemple, Marine Le Pen, surtout à l'époque où il y avait Philippot qui était encore au Front National à cette époque, il y avait pas mal de thèmes qui étaient des thèmes de gauche dans le discours de Marine Le Pen. Hein. Par exemple, la défense de l'État, la défense surtout de l'État de bien-être, enfin le welfare state, plus d'ailleurs, il faut le dire dans certaines circonstances, que les socialistes eux-mêmes. Hein. Mais tout ça, c'était, oui, mais pas les immigrés. Donc on voulait faire un espèce c'est pour ça que je dis qu'au fond, il s'agit au nom de la démocratie, mais pour réduire la démocratie. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je dis, mais moi, je crois qu'on ne peut pas dire que ça représente une position qui est vraiment ennemie de la démocratie. C'est pourquoi je crois qu'il vaut mieux accepter que des partis comme ça jouent le jeu de la démocratie. Alors, il faut les combattre, bien entendu, mais on va les combattre à partir des moyens de la démocratie et pas simplement en les mettant hors la loi ou en ne leur permettant pas de se présenter. Ce qu'elle rêve, enfin là, je sais pas, je ne veux pas me mettre à sa place, mais c'est une espèce... Alors, elle est évidemment contre la globalisation néolibérale, mais en fait, elle serait parfaitement contente avec un capitalisme national, dont les entrepreneurs français... Donc, c'est là où, vous voyez, où vraiment la différence est... Donc, moi, je crois qu'il faut les accepter, les partis populistes de droite, à l'intérieur de la lutte agonistique. Mais, par exemple, je dirais non, il y a d'autres partis qui ne sont pas des adversaires, qui sont des ennemis, parce qu'eux, ils mettent en question les principes même de la démocratie pluraliste.
Alors, j'avais dit au début qu'on parlerait des Gilets jaunes, on n'en a pas Oui. beaucoup parlé, mais pour aller vers la fin de cet entretien, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à eux. Je ne vais pas dire tous les Gilets jaunes, parce qu'en fait, on n'en sait rien, mais il y a une partie des Gilets jaunes qui semble attachée à l'idée de démocratie directe. Ça se voit notamment à travers le thème qui monte ces derniers jours du référendum d'initiative citoyenne. Ça se voit à travers le refus d'avoir des porte-paroles dès qu'il y en a autoproclamés. On les conteste, ça se voit à travers des expériences d'auto-organisation sur certains ronds-points. Vous, je sais que la démocratie directe, ou en tout cas je crois savoir que c'est pas quelque chose auquel vous croyez. Vous êtes justement plutôt une défenseuse de la démocratie, alors représentative, mais pas en l'état, vous le dites bien, et c'est important de le préciser, pas celle qu'on a aujourd'hui, une démocratie représentative avec un vrai conflit politique. Mais alors ma question, du coup, ce serait justement ça. Qu'est-ce qui vous paraît illusoire ou problématique, je ne sais pas forcément comment il faut le dire, dans la démocratie directe et dans les expériences de démocratie directe qui sont revendiquées, par exemple, par des mouvements comme Nuit debout ou comme les Indignés, qui ont mis beaucoup ce thème-là en avant, mais auquel vous avez aussi parfois des critiques à adresser, ou en tout cas qui suscitent certaines réserves de votre part, et ça m'intéresserait de vous entendre Oui, là-dessus. mais en fait, je voudrais profiter, Tom, un petit peu pour dire quelque chose des Gilets Allez-y. jaunes. Hein, parce que, bon, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai publié un interview dans Libération il y a 10 jours où je dis que nous sommes... C'est vraiment, d'une certaine façon, je dois dire, je n'aurais pas pu avoir une meilleure illustration de ma thèse de livre que ce mouvement des Gilets jaunes. Parce que c'est clairement ce que j'appelle une situation populiste. Alors, je distingue ça de moment populiste parce qu'en fait, quand je parle de moment populiste, je me situe au niveau de l'Europe occidentale. On vit un moment populiste. Mais ce moment populiste est constitué de situations populistes. Plus localisées. Plus localisées, c'est ça, oui. Donc, c'est pour ça que je préfère parler de situation populiste. Situation populiste parce que pour moi, c'est tellement évident que ce qui se passe, c'est une révolte populaire qui se construit de manière, qui construit l'antagonisme sur la base ceux d'en bas contre ceux d'en haut. Hein, ça c'est absolument clair. Donc, elle se construit selon l'axe de construction populiste. Pour ça, je crois que c'est aussi, ça illustre en fait, parce que dans mon livre, j'insiste sur le fait que je suis vraiment convaincue que nous assistons à une crise de l'hégémonie néolibérale, que ce moment populiste auquel je parle, c'est justement la manifestation d'une série de résistances contre ce que j'appelle la post-démocratie, qui est la conséquence de cette hégémonie néolibérale. Post-démocratie dans laquelle je distingue deux aspects. L'aspect post-politique, donc revendiquer une voix, la souveraineté populaire, et l'aspect de lutte contre l'oligarchisation, qui est une conséquence du capitalisme financier, qui est parce que nos sociétés sont aujourd'hui, disons, il y a vraiment un gouffre entre un groupe de plus en plus petit de gens très très riches et les classes populaires, les classes moyennes précarisées. Bon, donc ça, c'est ça le phénomène d'oligarchisation. Et le phénomène d'oligarchisation, ça a à voir justement plutôt avec le creusement des inégalités. Bon. Alors, évidemment, les Gilets jaunes, leurs revendications se situent à la fois sur la question d'avoir une voix, donc le référendum, et aussi la lutte contre les inégalités. C'est pourquoi, justement, aujourd'hui, à midi, à l'émission de la Grande Table, on me parlait j'ai insisté sur la question du pouvoir d'achat. Je dis, mais moi, je ne pense pas qu'on puisse limiter ça. Bien entendu, le pouvoir d'achat est important, mais le mouvement des Gilets jaunes va bien au-delà du pouvoir d'achat. Il y a toute cette revendication, justement, d'avoir une voix, la dignité. Donc, c'est pourquoi je vois que c'est un mouvement qui met profondément en question le régime néolibéral, même s'ils ne sont pas vraiment, ils ne théorisent pas ça comme ça, mais ils réagissent contre les conséquences de la post-démocratie sous ces deux formes. Donc, pour moi, c'est vraiment une illustration de ma thèse. Et aussi le fait que ces revendications démocratiques peuvent être articulées dans des vocabulaires très différents. Elles peuvent être articulées selon le vocabulaire qui est proposé par le Rassemblement national. Et par exemple, alors heureusement, il ne semblerait pas pour le moment que la question de l'immigration joue un rôle important, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. S'il parvenait justement à
mettre ça au centre, dire que à créer une situation dans laquelle finalement les Gilets jaunes arriveraient à penser qu'au fond, la solution à leur problème, c'est la question de l'immigration et des émigrés, ça serait évidemment le développement du populisme de droite. Mais ça peut aussi aller dans le sens du développement du populisme de gauche. C'est pourquoi moi je trouve ça tout à fait normal qu'à la fois Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se soient investis dans ce mouvement. Jean-Luc Mélenchon était beaucoup critiqué. On dit, il va côtoyer les fascistes. Mais écoutez, on ne pouvait pas laisser ce mouvement-là. Alors François Ruffin l'a dit très bien dès le début. Non, il faut qu'on y soit. Mais évidemment, il fallait qu'ils y soient. Pour empêcher justement qu'il y ait une dérive de ce mouvement populaire vers un populisme de droite. Et d'un autre côté, si on examine vraiment la plupart, pas toutes, hein, mais la plupart des revendications des Gilets jaunes, ben ça correspond au programme de la France insoumise, de l'avenir en commun. De l'avenir en commun, voyez. Mais malheureusement, ils ne se reconnaissent pas dans la France insoumise, alors que moi je crois qu'honnêtement ils devraient se reconnaître, c'est la France insoumise qui formule le mieux. Mais ils ne se reconnaissent pas parce que, alors ça on peut comprendre, il y a un mouvement vraiment dégagiste, ils en ont ras-le-bol des politiciens, ils en ont ras-le-bol. Et en plus, bon, certains d'entre eux, pas tous, hein, parce que beaucoup étaient abstentionnistes, ils ont cru à Macron et maintenant ils sont déçus, donc maintenant on ne veut plus de politiciens d'aucune sorte. Bon, mais d'un autre côté, je crois qu'il est important que la France insoumise continue à essayer de voir, d'empêcher justement l'articulation vers la droite, de mettre les thèmes plutôt justement de radicalisation de la démocratie au centre. Écoutez, on les critique pour faire ça, mais après tout, le rôle d'un parti politique, c'est bien d'essayer d'orienter les luttes. C'est pas de la récupération, parce que certains, ils veulent récupérer. Enfin, c'est tout de même le boulot des partis politiques d'orienter les mouvements populaires dans une direction ou de l'autre. Alors, pour en venir à la question qui vous intéresse particulièrement sur les demandes de démocratie directe, bon, d'abord, on a dit des choses qui vraiment ne correspondent pas à ma pensée, parce que je ne suis pas contre la démocratie directe. Ce que je suis contre, c'est l'idée que toute la société, ça peut être le principe, disons, fondamental de l'organisation de la société. De la même façon, par exemple, moi, je ne suis pas contre certaines formes de tirage au sort. Moi, je suis très ami de David Van Reybrouck, qui a écrit ce livre contre les élections. Remarquez que le livre, en fait, le titre ne correspond pas vraiment. Mais il m'a dit que ce sont les éditeurs qui ont voulu mettre ça parce qu'évidemment, ça fait plus sexy. Hein. Non, et d'ailleurs, dans le livre, je le dis à un moment donné, moi, je crois à la possibilité d'une plusieurs niveaux de démocratie. Ce que je ne pense pas, c'est qu'il soit possible ni souhaitable d'éliminer complètement la démocratie représentative et de la remplacer par des référendums d'expérience directe. Bon. Alors, que ça soit important. Moi, je suis tout à fait en faveur, dans certains cas, de faire du tirage au sort, dans certains cas, de la démocratie participative, mais justement, essayer de voir comment... Parce qu'il y a plusieurs façons de radicaliser la démocratie, selon aussi les situations, selon les demandes, ce sont les pratiques. Mais, alors, vous faisiez référence aux indignados et à Nuit debout. Bon, écoutez, je crois que justement, ça montre que avec toutes ces expériences de démocratie directe, non, finalement, à un moment donné, elles se sont étiolées, hein, parce qu'il y a en Espagne, s'il n'y avait pas eu Podemos, qui, à un moment donné, a dit non, mais on ne peut pas laisser toute cette agitation, toute cette richesse qui s'est développée partir comme ça en fumée, parce que, rappelez-vous, après avoir eu tous ces rassemblements, il y a eu les élections
en Espagne, et c'est le Parti c'est la droite populaire, qui c'est l'a la droite qui a emporté. gagné majorité absolue. Je veux dire, là, c'est le moment d'aller où les gens pour les mots, non, non, il faut vraiment qu'on intervienne pour trouver un ancrage institutionnel. Hein. Bon, avec Nuit debout aussi, on a vu ce qui s'est passé. La même chose avec Occupy Wall Street. Toutes ces expériences de vouloir remplacer la démocratie représentative par la démocratie directe ne nous ont jusqu'ici donné aucun bon résultat. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse imaginer. Je crois que la démocratie représentative, c'est nécessairement une des composantes. Quand je parle de radicalisation de la démocratie, je pense justement à une multiplication des formes d'exercice de la démocratie selon les différents domaines. Mais je crois que si vous voulez, ça aussi à voir avec comment on conçoit l'État. Hein. Moi, je crois que, parce que beaucoup de mouvements, que j'appelle les mouvements horizontaux, considèrent que bon, l'État, ou bien ça va disparaître, ou bien c'est un ennemi qu'il faut détruire, ou bien ça va disparaître. Moi, je crois que l'État, c'est une cristallisation de rapports de force et que, bon, on peut le transformer, il est important de s'engager pour la transformation de l'État. C'est pourquoi, en fait, le populisme de gauche que je défends, je le vois comme étant une articulation de ce que j'appelle l'horizontal et le vertical. Hein. Donc, il est vraiment très important d'avoir, on pourrait le dire aussi, un pied dans les institutions et un pied en dehors. Hein. Je crois que alors, c'est pas facile, ça crée plein de problèmes, dialectique. Bon, ça, j'ai beaucoup de discussions justement avec mes amis de Podemos, qui dit, bon, parce qu'eux, ils ont, bon, la France insoumise aussi, mais Podemos depuis plus longtemps, et en plus, Podemos, tout de même, représente une force beaucoup plus importante au Cortés en Espagne que la France insoumise, d'autant plus qu'avec la majorité absolue complètement, disons, énorme qu'a obtenu Macron. En fait, François Ruffin le dit très justement, ça ne sert à rien le Parlement, parce qu'on présente automatiquement toute la République en marche, un bloc vote contre, donc il n'y a pas de discussion possible. Là, ici, c'est très clair. Mais en Espagne, par exemple, ils ont réussi tout de même. Par exemple, récemment, il est clair que si les mesures un peu plus progressistes qu'a fait Pedro Sanchez, 22% d'augmentation du SMIC. Oui. Et aussi, par exemple, l'Aquarius, tout ça, c'est parce que Podemos est là pour les pousser, vous voyez. Donc, Inigo me dit aussi souvent, il dit, il faut vraiment qu'on montre aux gens qu'on peut aussi faire des choses intéressantes au niveau dans les institutions. Oui. Mais évidemment, il ne s'agit pas de penser uniquement à la présence de l'institution. Moi, je crois qu'il y a deux erreurs fondamentales qu'il faut éviter. C'est une qui soit purement horizontaliste, je veux dire, les mouvements sociaux par eux-mêmes, bon, et l'autre qui soit purement institutionnaliste. Non, uniquement la lutte dans les... Non. Pour moi, une des choses fondamentales du populisme de gauche, c'est justement établir une synergie entre le mouvement social et le mouvement plus, disons, traditionnel, institutionnel. C'est ça qui... alors, justement, qu'est-ce qui va se passer en France avec les Gilets jaunes ? C'est la grande question. Hein. Parce que pour le moment, ils sont dans une phase que je dirais... Alors, évidemment, c'est un mouvement politique, mais dans une phase antipolitique. Hein. Je veux dire, qui rejette justement tout ce qui a à voir avec ce qui peut ressembler à la politique traditionnelle. Moi, je crois que s'ils en restent là, je ne vois pas très bien où par quoi ça peut déboucher. Mais donc il faut à un moment donné. Vous pensez, parce qu'il y en a qui veulent faire des listes aux européennes. Oui, mais on va voir les listes européennes. Vous savez, bon, c'est pas là où on va parvenir vraiment à changer les choses fondamentalement. Je veux dire, non, là, c'est très compliqué. Hein. Alors, il y a une question qui est posée aussi, et elle m'intéresse à la mettre en regard avec vos analyses, c'est celle du leader. Parce que chez les Gilets jaunes, on le sent, il y a quand même un refus à nouveau. C'est difficile de parler pour l'ensemble des Gilets jaunes, mais il y a un refus assez massif du leader. Et c'est plus que ça, c'est que c'est un mouvement relativement spontané, même si rien n'est jamais complètement spontané. C'est un mouvement qui est né et qui s'est construit sans figure charismatique. Et je me demandais, je me fais un peu l'avocat du diable, mais si c'était pas une affirmation alors pas de vos thèses, mais plutôt d'une thèse d'Ernesto Laclau, puisque dans le livre toujours de 2005, à un moment, il écrit que pour
que se constitue un peuple, c'est-à-dire là un mouvement collectif, il faut qu'il y ait un leader Non, mais charismatique. ce n'est pas exactement ce que dit Ernesto. Parce qu'Ernesto dit la présence d'un leader, c'est un grand plus, évidemment. C'est pas nécessaire. Mais c'est pas nécessaire. D'ailleurs, il donnait comme exemple aussi que, au lieu d'aller, ce dont on a besoin, c'est de cette chaîne d'équivalence soit symbolisée à un moment donné, qu'il y a quelqu'un ou une lutte qui représente l'unité. Alors, il dit, c'est vrai que lorsqu'on a un leader charismatique, ça, c'est un avantage parce que les gens. Alors là, on en revient au rôle des affects parce que il y a une question d'identification avec le leader qui est très importante. C'est vraiment la création d'affects communs autour du leader. Hein, donc. Mais ce n'est pas absolument nécessaire parce que, alors il donnait comme exemple souvent, dans le cas de Solidarność en Pologne, là c'était une lutte particulière qui était la lutte donc des chantiers navals de Gdansk, qui était devenue un peu, qui représentait, qui symbolisait l'ensemble de toutes les luttes contre le totalitarisme. Et Lech Wałęsa ne jouait pas un rôle vraiment très important. Et donc ça, c'est vrai qu'on peut penser à cette articulation autour d'une lutte. Il y aurait pas mal de choses à dire. Moi, je vois qu'on n'a plus le temps. Aujourd'hui, il y a des discussions aussi en Espagne sur le fait que la lutte féministe puisse être ce symbole. Parce ça, c'est très intéressant. Il y a eu 6 millions de femmes qui ont fait grève le 8 mars dernier. C'est extraordinaire. Peut-être que et c'est une lutte qui est très intersectionnelle, hein, parce que c'est pas uniquement c'est pas de construire de manière corporatiste. Non, c'est justement vers les immigrés, vers les travailleurs. C'est ça. Marqué en Argentine, c'est la même chose. Hein. Je rentre de Buenos Aires et le mouvement, alors même plus encore qu'en Espagne, parce que ça existe depuis beaucoup plus longtemps. Non, c'est une force énorme. Donc ça serait une possibilité. Bon, mais non, parce que mais c'est vrai que lorsqu'il y a un leader, ça permet de cristalliser les affects et c'est important. Mais ce leader, alors là, parce que souvent on dit, ah bon, donc c'est automatiquement de l'autoritarisme. Non, écoutez, par exemple, en Grande-Bretagne, tout le monde est d'accord, Jérémy Corbyn est très important comme symbole. Mais s'il y a bien un leader qui n'est pas autoritaire, c'est Jérémy Corbyn. Il est même certains disent, il n'est pas suffisamment autoritaire. Il veut toujours écouter, parler. Et parfois, on a dit, il faudrait tout de même que sur la question du Brexit, par exemple, il faudrait tout de même qu'il soit un peu plus défini. Non, comme je dis dans le livre, ça peut être un primus inter pares. Je veux dire, alors c'est évident que un leader peut devenir autoritaire. Mais enfin, je crois que c'est pas nécessaire. Et au fond, si on réfléchit un peu tous les grands mouvements politiques qui ont existé dans l'histoire, il y en a très peu qui n'avaient pas un leader qui symbolisait la lutte. Donc là je crois que présenter ça comme étant une condition nécessaire pour le populisme, ce n'est pas vrai. Ernesto ne l'a jamais dit, et moi je le dis encore moins, parce que justement... mais qu'il faut... Un principe articulateur, oui. Ça, oui. Mais ça peut être le gilet jaune aujourd'hui. Ça peut être le gilet jaune aujourd'hui, oui. Parce que chacun y met ce qu'il veut dans le gilet jaune, en fait. Chacun écrit ce qu'il veut dans le dos. Oui, mais alors là on touche à un autre point, la fameuse question du signifiant vide. Oui. Alors là, ça a été complètement mal construit. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, moi, je n'ai jamais... C'est un terme que je n'utilise jamais. Et j'ai toujours dit, Ernesto, n'utilise pas ce terme-là parce que les gens ne vont pas comprendre. Et en fait... ça c'est super prouvé, on parle signifiant vide, on dit c'est un signifiant vraiment vide, alors on met n'importe quoi là-dedans. En fait, la façon dont Ernesto pensait en termes de ce qu'il appelle un signifiant vide, un petit signifier, c'est tout le contraire. C'est un signifiant qui, à force de se remplir de sens différents, perd sa particularité. Parce que c'est vrai, lorsque... une lutte ou un leader commence à être investi de toute une série d'idées, de demandes, il cesse, il n'est plus
sa particularité, il se vide, vous voyez? Donc, c'est pas il veut tout dire, donc il veut rien dire. C'est ça, oui. Attendez, non, c'est pas ça. Il perd sa particularité. Tu vois, non, mais par exemple, pour en revenir à la lutte de Solidarność, dans la mesure où Solidarność commence à représenter toutes les luttes, bon, c'est plus sa particularité est diluée. Mais c'est ça en fait. Donc, signifiant vide, ça signifiant trop plein, c'est ça. Ouais, d'accord. mais c'est vrai que ça a été, mais ça je l'avais prévenu, ça va être mal entendu parce que donc en plus ça va évidemment avec ça va dans le sens de ceux qui veulent critiquer le populisme. On a remarqué n'importe quoi, je veux dire, on y met n'importe quoi. Non, on n'y met pas n'importe quoi. Parce que justement, une chaîne d'équivalence, c'est tout de même quelque chose qui... il y a des éléments qui ne peuvent pas entrer dans une chaîne d'équivalence. Hein. Donc ça je crois que c'est assez important. Mais oui, pour terminer sur cette question des Gilets jaunes, moi franchement, je ne vois pas de solution en vue, parce qu'au fond, ce qu'ils mettent en question, c'est plus que Macron, c'est la politique de Macron, c'est l'hégémonie néolibérale qu'ils mettent en question. Je veux dire, en fait, Macron, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, son diagnostic, c'était le problème de la France, c'est qu'ils n'ont pas encore complètement réalisé la révolution néolibérale. Hein. Et c'est vrai, de certaine façon, si je compare avec la Grande-Bretagne, il y a encore l'état de bien-estar bien mieux résisté ici. Et Macron veut, d'ailleurs, j'avais publié une critique dans Le Monde il y a un an, dans Macron, le stade suprême de la pause politique. Il veut vraiment, alors lui, bon, il trouve que c'est encore trop, si vous voulez, il y a trop de social-démocratie encore. Bon, donc, et c'est pour ça qu'il a commencé son blitzkrieg de réformes pour faire avancer, détruire la loi travail, tout ce qui s'opposait au néolibéralisme. Bon, alors, moi, ça ne m'étonne pas, honnêtement, ce mouvement, parce qu'il y a déjà un moment donné, ça va péter. Parce que ce n'est pas possible. D'abord, dès le début, il y avait tout de même que 50% des gens qui le suivaient. Et puis, alors après, tous ces débats, il était évident que les Français, qui ont tout de même un petit esprit révolutionnaire, n'allaient pas accepter ça. Et je crois que c'est vraiment alors on parle de la question fiscale, mais ça, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je crois qu'il y a un rejet fondamental dans les Gilets jaunes du modèle néolibéral. Alors, comment est-ce que Macron peut répondre à ça? C'est pas en leur donnant des petites miettes, c'est pas en leur donnant une petite mesure par là. Non, il y a vraiment il y a vraiment un antagonisme entre le projet néolibéral de Macron et ce que veulent les Gilets jaunes. Ce qui va se passer, alors là, franchement, je ne vais pas m'avancer. Mais en fait, en tout cas, c'est un moment vraiment important, je veux dire. On va continuer de toute façon attentivement à regarder ce qui va se passer, puis on va continuer attentivement à suivre vos analyses qui portent un éclairage tout à fait puissant sur la situation. Merci beaucoup, Chantal Mouffe. Merci beaucoup à vous aussi.